Chapitre 24. La colère d'Achille. La 9e année du siège de Troie venait de s'achever lorsque l'épidémie de peste se déclara chez les Grecs. Conformément à la coutume, Agamemnon, comme il l'avait déjà fait à Aulis, consulta le Calchas, le devin attitré de l'armée. Devant l'assemblée des rois grecs, Calchas déclara que l'épidémie était envoyée par Apollon pour punir Agamemnon d'avoir enlevé par la force une jeune fille nommée Chryséis, fille d'un prêtre du dieu du soleil. Calchas ajouta que la peste ne s'arrêterait que lorsque Chryséis aurait été rendue à son père. Agamemnon commençait à en avoir assez d'être toujours désigné comme le coupable et d'avoir toujours à payer les pots cassés. Aussi refusa-t-il d'abord de rendre Chryséis. Puis, devant l'insistance des autres rois, il finit par y consentir, mais en déclarant qu'il se dédommagerait en prenant parmi les prisonnières des autres rois grecs une jeune fille de son goût pour remplacer Chryséis. Achille n'apprécia pas du tout cette attitude. Il faut dire qu'il supportait difficilement l'autorité d'Agamemnon, à qui il se jugeait supérieur à la fois par la naissance, puisqu'il était le fils d'une déesse, et par la valeur guerrière. Aussi déclara-t-il avec emportement qu'il en avait assez des caprices d'Agamemnon, et que, si cela continuait, il rentrerait chez lui. Piqué au vif, Agamemnon lui répondit « Va-t'en si tu t'en veux, nous nous passerons bien de toi, mais auparavant, sache que c'est justement une de tes prisonnières, la jolie Briséis, que je choisis pour remplacer Chryséis. » Or, Briséis était non seulement la prisonnière d'Achille, mais aussi son amante. Devant la prétention d'Agamemnon de s'en emparer, Achille perd tout contrôle, dégaine son épée et, décidé à en découdre, s'élance sur Agamemnon. Ulysse cherche à le calmer par la parole, mais se fait rabrouer. Ajax cherche à le retenir de ses bras puissants, mais Achille, dont les forces sont décuplées par la colère, le projette cul par-dessus tête à 10 pas. Et c'en était fait, assurément, d'Agamemnon, si Minerve, qui observait la scène et ne voulait pas voir ses chers Grecs se déchirer entre eux, n'eût jeté devant les yeux d'Achille, à la dernière seconde, un brouillard qui l'empêche de voir son adversaire et lui donne le temps de se calmer un peu. Achille n'en reste pas moins ulcéré, et, quittant l'assemblée des rois, va se retirer sous sa tente, ou plutôt dans sa baraque, car contrairement à ce qu'on dit parfois, certains rois grecs, et notamment Achille, vivaient dans des baraques de bois qu'ils avaient eu, en 9 ans, largement le temps de construire. Pendant les heures qui suivent, Nestor et Ulysse, déployant toute leur éloquence, cherchent à persuader Agamemnon de renoncer à son projet. Achille est le meilleur de nos guerriers. Sans lui, nous ne pourrons jamais gagner cette guerre. Prends l'une de nos prisonnières, ou même plusieurs si tu le désires, mais laisse Briséis à Achille. Agamemnon, orgueilleux et buté, ne se laisse pas fléchir. Comme il s'y est engagé, il rend Chryséis à son père, mais envoie en même temps 2 messagers au camp d'Achille pour s'emparer de Briséis. Achille se dispose à la défendre par la force, et n'aurait aucun mal à expédier dans l'autre monde les 2 messagers épouvantés. Mais Nestor et Ulysse interviennent une fois de plus, en faisant valoir à Achille qu'Agamemnon est le chef suprême de l'armée et que chacun lui doit obéissance. À contre-cœur, Achille se laisse convaincre et se sépare en pleurant de sa chère Briséis, qui s'accroche en vain à lui. « Je m'incline devant cet abus de pouvoir », s'écrie alors Achille. « Mais dorénavant, cette guerre n'est plus la mienne. J'étais venu ici, en laissant derrière moi mon palais, mon père et mon peuple, par amitié pour Ménélas, dont on avait volé la femme. Mais, puisqu'on me vole à mon tour ma compagne, et que le voleur est Agamemnon lui-même, qu'on ne compte plus sur moi. Quoi qu'il arrive, je resterai désormais dans ma baraque, et mes troupes resteront dans leur camp. Même si l'armée grecque tout entière, avec ses chefs,
était massacré sous mes yeux par le vaillant Hector et ses soldats, je ne remuerais pas le petit doigt pour les sauver. » Et, s'asseyant devant sa baraque, il se met d'un air détaché à jouer de la lyre. Ulysse et Nestor accueillent cette déclaration par un silence consterné. Mais il n'en est pas de même de l'immonde Thersites, qui, poussé par la curiosité, s'était joint à eux sans que personne ne le lui eût demandé. Avec sa grossièreté coutumière, il croit bon de faire à haute voix une plaisanterie de mauvais goût sur l'usage que pourrait faire désormais Achille de son petit doigt, auquel celui-ci vient de faire allusion. La colère humaine est un explosif imprévisible. Pour des raisons mystérieuses, elle peut un jour être allumée par un détonateur qui jusque-là avait toujours fait long feu. 10 fois, que dis-je, 100 fois, Achille avait, au cours des années précédentes, écouté sans broncher les insolences de Thersites. Mais ce jour-là, il n'était pas d'humeur à les supporter. Saisi d'une rage soudaine, il bondit sur lui, le prend à la gorge et se met à le secouer comme un prunier. L'infâme Thersites, terrorisé, a beau se rétracter piteusement et demander grâce, la colère d'Achille, une fois mise sur orbite, poursuit désormais sa trajectoire en s'alimentant de son propre combustible. Dans un paroxysme de fureur, Achille frappe Thersites d'un terrible coup de poing et le tue. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, constate sentencieusement Nestor. Et, pour compléter cette brève oraison funèbre, Ulysse ajoute, faisant allusion à l'arrogance et à la poltronnerie de Thersites: chien qui aboie, mord peu. Quant à Achille, sa colère retombée, il va se rasseoir d'un air sombre et reprend sa lyre. Chapitre 25. Les combats singuliers. La nouvelle de la dispute entre les rois grecs et de la défection d'Achille ne tarde pas à parvenir aux oreilles d'Hector. Soulagé d'apprendre que le plus redoutable de ses ennemis est hors de combat, il rassemble aussitôt ses troupes et sort des remparts à leur tête, décidé à en finir avec les envahisseurs grecs. Ceux-ci, en hâte, se mettent aussi en ordre de bataille. Les deux armées se font face et n'attendent qu'un signal pour se ruer l'une sur l'autre. Mais, au moment où Hector va donner à ses troupes l'ordre de l'assaut, Ulysse sort des rangs grecs et crie à Hector: « Attends un instant, ô noble prince. Si la bataille s'engage, j'ignore qui sera vainqueur, mais ce que je sais, c'est que des milliers de Grecs et de Troyens périront. Pour éviter ce carnage, je te propose de régler l'affaire par un combat singulier opposant un guerrier grec à un guerrier troyen. » « Ton idée me paraît bonne, » répond Hector. « Et, puisque cette guerre a pour origine un différend personnel entre Ménélas et Paris, c'est à eux qu'il appartient de le trancher par un combat loyal. Qu'ils s'affrontent, donc, dans un champ clos, en présence de nos armées. Si Ménélas est vainqueur, je m'engage à lui rendre sa femme et son trésor. Mais, si c'est Paris qui l'emporte, alors l'armée grecque devra quitter nos rivages et renoncer à jamais à son entreprise. » Ulysse consulte Ménélas, qui accepte cette proposition. En revanche, Paris, qui a entendu les paroles de son frère, est beaucoup moins enthousiaste et songe à se dérober. Discrètement, il s'éloigne d'Hector et cherche à se perdre dans les rangs de l'armée troyenne. Malheureusement pour lui, il est facilement repérable grâce à la somptueuse peau de léopard qu'il porte sur sa cuirasse. Hector le découvre bientôt et lui fait honte de sa lâcheté. « Quoi ? » lui dit-il. « Après nous avoir entraînés dans une guerre ruineuse et meurtrière, tu n'as même pas le courage d'affronter loyalement l'homme que tu as trompé. » Paris baisse la tête, demande pardon à son frère et accepte de se battre. Cependant que Priam, roi de Troie, et Agamemnon, chef suprême des Grecs, confirment solennellement l'accord qui vient d'être proposé, Hector et Ulysse
fixe les règles du combat singulier qui va opposer Ménélas à Paris. Ils tracent sur le sable un rectangle de 30 mètres sur 20 et conviennent que si l'un des deux adversaires sort de ce rectangle, il sera déclaré vaincu. Chacun des deux aura droit à un javelot, une épée et un poignard. À tour de rôle, ils lanceront leur javelot, dans un ordre qui sera déterminé par un tirage au sort. Si cet échange de javelots n'est pas concluant, le combat se poursuivra à l'épée et au poignard, jusqu'à la mort ou à la fuite de l'un des adversaires. Dans un silence absolu, et sous les yeux des 200 000 guerriers, les deux hommes, revêtus de leurs casques à longue crinière et de leurs courtes cuirasses, prennent place aux deux extrémités du rectangle, le javelot dans la main droite, le bouclier au bras gauche, l'épée et le poignard à la ceinture. Ménélas est pâle de fureur, et Paris est pâle de terreur. On a mis dans un casque 2 tablettes, portant le nom l'une de Ménélas, l'autre de Paris, et l'on procède au tirage au sort. C'est Paris qui est désigné pour lancer en premier son javelot. Il est habituellement très habile à cet exercice, mais son bras tremble tant que son javelot, sans force, est arrêté facilement par le bouclier de Ménélas. Celui-ci lance à son tour son javelot, avec une force décuplée par le désir de vengeance. Mais Paris l'évite de justesse, en se baissant. Ménélas se rue alors sur son adversaire, l'épée au poing. Il emporte un coup violent sur le casque de Paris, mais c'est l'épée qui se brise. Épouvanté, Paris cherche à s'enfuir. Ménélas le saisit par la crinière de son casque et s'apprête à l'égorger. C'en serait fait de Paris si sa divine protectrice Vénus, passant outre à l'interdiction de Jupiter, n'intervenait au dernier moment pour le sauver. Invisible, elle coupe la jugulaire du casque de Paris qui reste dans la main de Ménélas, et elle entoure Paris d'un nuage qui le dérobe un instant aux yeux de son adversaire et lui permet de fuir vers les remparts de Troie à une vitesse telle qu'Achille au pied léger lui-même ne pourrait le rattraper. En le voyant abandonner ainsi le combat, 100 000 Grecs poussent un « Ah » de triomphe, et 100 000 Troyens un « Oh » de déception, suivi toutefois d'un soupir de soulagement à la pensée que la guerre va se terminer, conformément à l'accord passé entre Priam et Agamemnon. De fait, Priam, qui a suivi le combat du haut des remparts, s'apprête déjà à exécuter ses engagements en renvoyant à Ménélas sa femme et son trésor, cependant qu'Hector, respectueux aussi de sa parole, s'apprête à jeter son épée à terre pour signifier la fin des combats. Mais, une fois de plus, les dieux en décident autrement. Minerve, dont la rancune à l'égard des Troyens est tenace, n'entend pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Et, puisque malgré l'interdiction de Jupiter, Vénus vient d'intervenir dans le conflit, elle estime avoir le droit d'en faire autant. Elle prend l'apparence d'Hector, et, ainsi déguisée, va trouver Pandarus, le fameux archer troyen qui venait d'assister à la défaite de Paris. « Pandarus, lui dit-elle, il faut laver dans le sang l'affront qui vient d'être fait à mon peuple, et punir Ménélas de nous avoir oubliés. Toi qui tires si bien, expédie-le dans l'autre monde, où il aura tout le loisir de se vanter de son exploit. » Pandarus n'a garde de désobéir à la voix de celui qu'il prend pour son chef. Il demande alors à 2 soldats troyens de le dissimuler derrière leur bouclier, et, mettant un genou à terre, il tire une flèche ajustée sur Ménélas, qui avait déjà ôté sa cuirasse. La flèche vient se planter dans le flanc de Ménélas, qui s'écroule, perdant son sang en abondance. Une clameur d'indignation s'élève dans les rangs grecs. « Nous sommes trahis !» s'écrie Agamemnon. « Reprenons le combat !» Pandarus voit alors disparaître subitement le faux Hector et se rend compte, mais trop tard, qu'il a été trompé. Le premier Grec à reprendre le combat est Diomède. En l'absence d'Achille,
C'est lui le plus vaillant des chefs grecs. Suivi de ses troupes, il attaque avec fureur l'armée troyenne, à l'endroit où se trouve Pandarus, qui vient de blesser Ménélas. Pandarus lui décoche une flèche, si bien ajustée qu'elle coupe l'une des courroies retenant la cuirasse de Diomède et blesse assez profondément celui-ci au creux de l'épaule. Mais il en faudrait plus pour arrêter le sanglier de Calydon. Diomède poursuit sa charge sans se soucier de la douleur, lance sur Pandarus l'un de ses javelots et le tue tout net. L'affolement s'empare des Troyens, qui reculent en désordre. Mars, dieu de la guerre, qui par amour pour Vénus avait pris le parti des Troyens, décide de leur venir en aide. Il descend sur le champ de bataille, déguisé en soldat troyen, et se porte au-devant de Diomède. Celui-ci, déchaîné, lui porte un terrible coup d'épée au bras. Mars, qui est aussi douillet que poltron, pousse un cri déchirant, si puissant qu'il domine l'immense clameur de la bataille et s'enfuit honteusement. Il remonte sur l'Olympe aussi vite qu'il en était descendu, et, pleurant comme un enfant, va se faire soigner et consoler par sa mère, Junon, cependant que Jupiter ricane en lui disant « Cela t'apprendra à désobéir à mes ordres ». L'intervention de Mars a pourtant donné le temps à Hector de se rendre à l'endroit où Diomède portait son attaque. Rassurés par la présence d'Hector, les Troyens se regroupent et font face aux Grecs. Le combat est acharné, les pertes sont lourdes dans les deux camps. Alors, Hector s'adresse à Ulysse en ces termes. « C'est par suite d'une méprise, et, me semble-t-il, d'une tromperie divine, que l'accord que nous avions passé a été rompu. Mais Pandarus, l'auteur de la trahison, a été puni. Je te propose donc d'organiser un nouveau combat singulier pour décider du sort de cette guerre. Cette fois, c'est moi-même, Hector, qui porterai les couleurs de Troie, et je suis prêt à affronter n'importe lequel des chefs grecs. » Le combat s'arrête. Les rois grecs se consultent pour savoir qui sera opposé à Hector. Ménélas se porte volontaire, mais ses compagnons lui font valoir qu'avec sa blessure au flanc, il n'a aucune chance de résister à Hector. À vrai dire, en l'absence d'Achille, 2 Grecs seulement sont de taille à affronter Hector, Diomède et Ajax. Or, le premier des deux est handicapé par la blessure que lui a faite Pandarus. Les chefs grecs décident donc, à l'unanimité, que c'est Ajax qui défendra leur camp. Une fois de plus, un rectangle est tracé sur le sable. Les 2 colosses y prennent leur place, l'un en face de l'autre. Pour s'exciter au combat, ils se défient et s'invectivent, non sans grossièreté. « Espèce de sac à vin !» lance Hector, faisant allusion à la propension immodérée d'Ajax pour les boissons alcoolisées. « Nous allons voir si tu cours aussi vite que ton frère Paris, » réplique Ajax. Après ces aimables préliminaires, le combat commence. Hector le premier lance son javelot, qui vient se briser sur l'énorme bouclier d'Ajax. Le javelot d'Ajax, en revanche, rompt le bouclier d'Hector et fend sa cuirasse, mais sans la transpercer. Hector, qui, vous vous en souvenez, était champion incontesté du lancer de poids, ramasse une lourde pierre et la projette si violemment sur le bouclier d'Ajax qu'elle le lui arrache des mains. Privés de leur bouclier, les 2 héros engagent alors un duel à l'épée, long et acharné. Ils sont d'une force égale, et les coups qu'ils se portent sont si violents qu'on les entend dans toute la plaine. Le duel avait débuté à 6 heures du soir. À 9 heures, alors que la nuit commence à tomber, il se poursuit toujours, sans résultat décisif. Nestor, le vieux roi grec, intervient alors. « Vous êtes aussi vaillants et aussi forts l'un que l'autre, » déclare-t-il aux 2 guerriers, « et je vois qu'aucun d'entre vous ne l'emportera aujourd'hui. Mettez donc un terme à ce noble combat. » Ajax et Hector, épuisés, acceptent cette proposition. Ils remettent l'épée au fourreau, se serrent sportivement la main et, de même que de nos jours les joueurs de rugby échangent leurs maillots après un match,
ils échangent leurs cuirasses ensanglantées. Alors, la nuit étant tombée complètement, les deux armées se retirent dans leur camp.